Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage, le magazine de tous les moteurs de Watch. Nous sommes ensemble pour une demi-heure et aujourd'hui nous allons parler salon, voiture de l'année et citadine électrique. Le salon de Genève vient donc de fermer ses portes. Il sera donc temps de voir si après Francfort et Paris, la crise du genre touche aussi la Suisse. Et puis, en marge de ce salon a été décerné le prix de la voiture de l'année. Et c'est Jaguar qui a été récompensé avec la E-Pace. Nous en parlerons également. Et puisque l'électrique est dans toutes les bouches, nous irons faire un tour en Smart EQ, le nouveau nom de la Smart électrique, qui a pour l'occasion fait l'objet de petits changements. Alors, pour nous apporter toute leur lumière cette semaine, nos deux compères et spécialistes habituels, avec en duplex, pour commencer, l'homme qui a sans doute mis les doigts dans la prise quand il était petit, l'insolent expert, j'ai nommé Monsieur Michel Holtz. Salut Michel. Salut les Helvètes. Alors quand même, je voudrais faire une remarque parce que Driss n'est pas sur le plateau pour une raison simple, c'est qu'il fête son anniversaire et on peut peut-être lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ah, joyeux anniversaire, Driss. Je sais même pas quel âge il a. Il fait jeune. Il est vieux, il est très très vieux. Il est très vieux. Ouais, il est extrêmement vieux. On n'arrive pas à lui donner un âge. Surtout quand il n'est pas là. Il est dans la catégorie vieux beau, maintenant c'est foutu. Et ben voilà, j'ai même plus besoin de présenter voilà. Notre ami pilote en col blanc. Hein, c'est ça, exactement. Monsieur Nicolas Hédet. Salut Nico. Salut Alex. Tu vas bien? Ah, super, très très bien. Alors moi, en attendant, je vous rappelle que le garage, c'est aussi 24 heures sur 24 sur le site watch.tv, via les podcasts sur iTunes, c'est gratuit. Et vous nous suivez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag LeGarageTV. Allez, le garage ouvre ses portes dans une poignée de secondes. Voilà messieurs, comme je le disais donc en introduction, le salon de Genève vient de fermer ses portes. Nico, toi tu y es allé avec Driss d'ailleurs. Avec Driss, oui. Vous nous avez ramené quelques images également pour notre site partenaire que je salue, NextDrive. On aura l'occasion d'en reparler avec Driss évidemment. On va commencer plutôt par la marge de ce salon. Ça a lieu juste avant l'ouverture, hein, c'est 2 jours avant l'ouverture au public. Le prix de la voiture de l'année. Et cette année, alors rappelle-moi Michel, tu avais prédit quoi toi? Je me souviens plus. Comme chaque année, j'ai toujours tout dans le mille. Et là, j'avais prédit cette année le C5 Aircross de chez Citroën. C'est parfait. Comme j'avais prédit l'année dernière le C3 Aircross, qui a perdu aussi. Alors, donc, le C3 Aircross avait perdu une petite longueur, mais là, le C5 était plus derrière. Cinquième, donc c'est la Jaguar E-Pace, on va voir ça tranquillement à l'image. La Jaguar E-Pace qui a obtenu le prix cette année. Ex aequo, on pourrait presque dire avec l'Alpine A110, hein, ils ont été départagés sur le nombre de premières positions chez les jurés, hein, c'est ça? Ils ont eu le même nombre de points, donc celui qui gagne, c'est celui qui arrive le plus souvent premier. Voilà, c'est ça. Donc c'est la Jaguar qui l'a obtenu, donc on peut dire d'un cheveu par rapport à l'Alpine A110, qui était effectivement plutôt bien placée dans les prévisions. Donc elle échoue d'un cheveu. Peut-être on peut dire un petit mot de cette Jaguar. Moi je ne l'ai pas essayé. Je ne sais pas si toi Michel tu as eu l'occasion de rouler avec. Je l'ai essayé. C'est plutôt pas mal. Faut pas se mentir. C'est un peu moins. C'est un SUV, non? T'aimes bien ça en plus, je crois, les SUV. Oh, j'adore ça. On sait bien. Celui-là, il est plutôt bien foutu. Il est plutôt joli. Il est plutôt en centre de gravité bas, ça aide les batteries dans le plancher, etc. C'est comparable à une Tesla S, mais ça a moins d'autonomie, mais c'est aussi 40 000 € de moins. Donc, ça reste cher. On est quand même à 90 000 euros. Mais c'est quand même assez incompréhensible ce prix pour une voiture à tout petit volume. Et les gens de chez Jaguar me disaient la semaine dernière encore, on est content parce qu'on ne perd pas d'argent avec. On est quand même dans une situation assez paradoxale. En même temps, la deuxième place ou l'ex aequo d'Alpine
est aussi incompréhensible parce qu'on n'est pas non plus dans une voiture de grande diffusion. On est à 58 000, 60 000 euros pour un coupé 2 places qui est très très bien. Est-ce que c'est ça la vocation de la voiture de l'année? J'en suis pas sûr. C'est très changeant en fait. Moi, c'est un peu la réflexion que je me faisais. Déjà l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé du XC40 qui n'est pas une mauvaise voiture en soi, hein, c'est pas le problème, mais c'est une voiture qui pour moi n'apportait strictement rien au genre, c'est-à-dire que elle était lourde, enfin elle est lourde, elle consomme beaucoup, c'est un SUV, toutes les solutions de sécurité qui est arrivée dans le XC90 n'étaient donc pas nouvelles dans le genre automobile, et on a l'impression que c'est le design qui a primé. C'est une jolie voiture, là-dessus il n'y a pas de doute, mais pas grand-chose d'autre. Et est-ce que c'est la vocation de la voiture de l'année? Certes, le design entre forcément en ligne de compte dans l'esprit des jurés, mais est-ce que ça suffit pour faire une voiture de l'année? Est-ce que ça suffit? Alors moi je me pose une autre question derrière, c'est que, alors hormis quelques exceptions comme la Fiat 500 en 2007 ou je crois en 2008, elle était lancée en 2007, qui s'est très très bien vendue parce que pas cher, et puis bon voilà, elle était voiture de l'année. Est-ce qu'une voiture de l'année fait vendre aujourd'hui? Est-ce que le fait d'être élu fait vraiment vendre? Enfin, Michel, tu as peut-être plus d'expérience là-dessus parce que je sais qu'à chaque fois tu es bien affûté là-dessus. Ça peut être une prime aussi à Jaguar Land Rover, qui n'est pas une marque qui va très bien en ce moment. Ouais. Donc ça peut être une prime à la marque en disant ça va peut-être les relever. Ça, même pour Alpine, on donne une prime à la marque qui démarre. On peut y voir quelque chose comme ça. Ouais. Parce que l'incompréhension va plus loin. C'est que pour la voiture mondiale de l'année qui est remise au mois d'avril, Jaguar I-Pace, vous dites e-Pace, moi je dis I-Pace, hein. Mais Jaguar I-Pace est aussi dans les favoris, dans les trois nominés. Donc oui, le hiatus continue. Oui. Alors justement, je veux revenir un petit peu sur les finalistes de la voiture de l'année. Donc tu l'as dit, il y avait la C5 Aircross, il y avait la Peugeot 508, l'Alpine A110, la Ford Focus, la Casside et la Mercedes Classe A. Moi, il y a une petite chose sur laquelle on n'a pas trop insisté, mais qui je trouve est assez intéressant, c'est qu'il y avait un duel de compacts entre notamment la Casside et la Ford Focus. Accessoirement la classe A aussi, mais que la Casside finit à un cheveu de la voiture de l'année. On peut revoir peut-être je ne sais pas si on peut revoir le tableau final, mais en nombre de points, elle est très près derrière les deux premières, par rapport à la Ford Focus, qu'elle termine juste encore un tout petit peu derrière aussi. Donc, Kia est arrivé au niveau des européennes. Et on peut même y voir du protectionnisme, parce que quand même, aujourd'hui, le niveau de Kia, et notamment sur cette nouvelle Ceed, est assez extraordinaire. Et on peut y voir quelque chose comme on ne donnera pas le prix à une voiture non européenne, alors qu'elle est fabriquée en Europe, hein. Mais c'est une marque non européenne. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? Est-ce que l'électrique, finalement, a primé sur cette Jaguar? On sait que la Leaf, par exemple, avait eu le prix il y a quelques années. La voiture n'était même pas sortie. C'était très politique, je pense. C'était très politique, puisqu'elle allait sortir en fin d'année, et elle a eu le prix en début d'année. Est-ce que l'électrique va être de plus en plus un critère, finalement? C'est la seule chose qui la distingue des autres finalistes, cette Jaguar. On peut penser que les jurés préparent la grande bascule ou le grand remplacement, si on veut aller par là, du thermique vers l'électrique qui est en train de se produire. Et donc forcément, ils accompagnent ce mouvement, oui, sûrement. Et il n'y avait pas beaucoup d'électrique en face. Bien, parlons un petit peu de l'objet du jour, à savoir le GIMS, le Geneva International Motor Show, le salon automobile de Genève. Déjà, un premier bilan, crise, pas crise. Le salon donc a publié ses premiers chiffres, un peu plus de 600 000 visiteurs, une fréquentation en baisse de, je crois, 9%. Par rapport à 2018. Par rapport à 2018, mais si on s'en tient à la communication donc, des organisateurs du salon, un bilan très positif à la fois des exposants et des visiteurs, un petit peu comme à Paris finalement, j'ai l'impression. Je pense que Paris a quand même mis un coup de boost par rapport à... Parce que Paris, il y avait un week-end de moins, ils sont passés à 10 jours, ils étaient à 2 semaines, avec 3 week-ends précédemment. Donc moi je suis assez étonné de... Alors Paris, il y a eu aussi beaucoup plus d'exposants, je pense qu'il y a une progression dans Paris malgré une érosion des constructeurs automobiles, comme on le sait. Par contre, Genève, je suis assez étonné. Alors il y avait moins de constructeurs automobiles aussi, beaucoup d'absence cette année. Mais énormément, enfin très très riche en termes de nouveautés, beaucoup électriques, mais aussi beaucoup de supercars. Enfin, c'est vraiment très très riche comme toujours. Mais on est en baisse par rapport à 2018. 2018 était en baisse déjà par rapport à 2017.
Ouais, il y a un souci. 600 000, ça commence à faire un petit peu short, je trouve, pour un salon de 10 jours qui est censé être le plus passionnant en Europe. Alors, il y a un petit débat, notamment dans la profession, pour savoir si Genève était plutôt mieux réussi ou moins bien réussi que l'an passé, ou que d'ailleurs d'autres éditions. Vous, votre sentiment, c'est quoi? C'est que c'était plutôt bien ou plutôt moins bien? Bah, on peut se dire, comme de toute façon, les constructeurs qui n'ont pas de nouveautés ne vont plus sur un salon, que ce soit Paris, Francfort ou Genève, forcément, le salon en question est bourré de nouveautés, vu qu'il n'y a que ça. Sinon, les gens ne viennent pas. On a vu Jaguar Land Rover, on a vu Ford et tous les absents. Ils n'étaient juste pas là parce qu'ils n'avaient rien à montrer. Il n'y a plus d'automatisme du tout. Et donc, forcément, ceux qui sont là, ils ont des choses à montrer. Et donc, c'est une réussite à ce niveau-là, au niveau des nouveautés, forcément. Bah oui, il y avait effectivement beaucoup de nouveautés, enfin, comme toujours, mais je trouve que comparativement, si on compare, ne serait-ce que l'année dernière, Francfort par rapport à Genève, Genève était plus riche que Francfort, l'année précédente aussi. Enfin, je trouve qu'il y a une concentration à Genève, alors de par je dirais l'architecture du salon qui est très compacte, mais même, je trouve que vraiment, il y a en plus des préparateurs, il y a en plus des designers, il y a des gens qui sont là, qui étaient très présents cette année, justement, qui ont présenté des choses dont on s'y attendait pas du tout. On ne s'est pas forcément attardé dessus parce qu'on n'est pas aujourd'hui forcément on est plus sur du grand public, entre guillemets, parce que c'est vrai que sinon on part sur des choses qui sont totalement impalpables pour le commun des mortels. On était sur des voitures complètement dingues. Il y avait un peu de surenchère sur de la puissance, sur certains constructeurs, même indépendants. Après, effectivement, c'était très, très électrique, en tout cas. Alors, il y a eu un premier match qui nous intéresse, nous, particulièrement français, à Genève. C'était la nouvelle Renault Clio face à la nouvelle Peugeot 208. Nicolas, tes premières impressions par rapport à ces deux autos majeures? Bah ouais, c'est vrai que c'était un gros duel entre les deux. On les a vus d'abord en photo, ces voitures, il y a quelques semaines. On va pouvoir les voir à l'image aussi. Alors là, voilà, on attaque par la 208. Dans sa version électrique, d'ailleurs. Ouais, justement. Alors déjà, il y a un petit avantage sur la Peugeot, c'est qu'il y a effectivement l'AI 208 qui a été présenté en même temps, qui sera lancé en même temps. La Clio, on l'avait découvert, enfin son intérieur. On l'avait découvert surtout. Renault avait communiqué sur l'intérieur de la Clio parce que l'extérieur n'évolue pas tant que ça. Enfin, c'est une évolution par rapport à la précédente, mais la précédente a marché justement à cause de son design, la Clio 4. Donc la Clio 5 reprend le même esprit. L'intérieur a vachement progressé. Enfin, il est vraiment, vraiment sympa. Mais quand on les regardait en vrai, les voitures, c'est vrai que la Clio, finalement, on se rend compte que c'est un petit peu comme quand on allume la lumière à 4h du matin dans une discothèque et qu'on voit la tête des gens. On se dit, aïe, l'écran, c'est pas si bien que ça. C'est pas si chouette. Alors, après, c'est peut-être à peauffiner aussi parce que c'est les premiers modèles, etc. Mais quand on met une 208 en face, la finition, la qualité globale, on est un cran au-dessus. Voilà, je trouve que vraiment Je vous arrête tout de suite, les garçons. Vous avez tout faux sur ces deux voitures-là. D'accord. Vous ne pouvez pas comparer une Clio et une nouvelle Clio et une nouvelle 208, c'est impossible. Elles ne jouent plus du tout dans la même cour. Il y en a un qui est en entry premium, qui est pratiquement dans le premium, c'est le but de Peugeot, et l'autre qui est une vraie généraliste. Mais ils iront jamais dans le premium Peugeot, je veux dire, c'est pas leur vocation. C'est pour ça que c'est de l'entry premium, c'est Volkswagen aujourd'hui. Et quand vous prenez les tarifs de Peugeot, ils sont à 2% en dessous de Volkswagen systématiquement. Et quand vous allez voir arriver les tarifs de 208 et de Clio, qui est une vraie généraliste, du coup, il y aura un décalage. Je pense pas. Ils sont pas concurrents. Je pense pas. Alors Michel, je pense que si, dans le sens où on sera à 14 000 € entrée de gamme et tout pour les deux. Il y aura peut-être 300 € d'écart, mais on sera sur les mêmes tarifs. Ils peuvent pas commencer. On peut pas s'imaginer que Peugeot puisse s'empêcher de choper des clients, de prendre des clients à Renault sur ce segment-là. Enfin, si, je pense que si, parce que Peugeot va taper Volkswagen et la Polo, alors que et la concurrence, la vraie concurrente de Clio sera la future Corsa sur la même base. C'est mon avis en tout cas. Ça peut effectivement. En tout cas, si on peut reparler du duel de Genève, c'est vrai que si on les prend chacune, la Peugeot a ce petit truc en plus à l'intérieur. En termes de design, elle est pas mal aussi. Moi, je la trouve plutôt séduisante. Alors après, on peut taper sur le coffre de la 208 en disant, oui, effectivement, il est plus petit que celui de la Clio, il fait que 300 et quelques litres. Mais en même temps, la base veut que on a trois types de motorisation qui rentrent dans cette même base, dont un moteur électrique avec une grosse batterie qui permet de rouler un peu. Donc, du coup, le coffre est plus petit. Voilà. C'est ce qui les différencie. Mais je trouve que garder justement le même design, avoir une voiture qui est proposée en trois types de motorisation, dont une motorisation électrique, c'est plutôt bien. C'est un petit avantage pour Peugeot.
Autre nouveauté présentée à Genève, Michel, ça a été un de tes coups de cœur, c'est l'Alfa Tonale ou Tonale, je ne sais pas comment on le prononce exactement. Voilà, alors un SUV compact Alfa Romeo. Difficile de dire s'il va remplacer la Giulietta qui est en fin de vie, mais en tout cas, c'est là encore, on va dire, la suprématie du SUV qui s'applique également à ces marques qui jusqu'à maintenant n'en faisaient pas ou peu. Oui, et le fait qu'il soit un peu plus petit que le Stelvio lui va plutôt bien parce que ça donne un dessin un peu plus ramassé, avec un empattement plus court. Et quand tu disais elle va remplacer la Giulietta, dans les faits, elle va la remplacer vu que on n'a aucune nouvelle d'une remplaçante de Giulietta aujourd'hui. Donc forcément, un SUV un peu plus... On ne sait même pas s'il est urbain ou compact, parce que là, on est dans les mélanges des tailles en ce moment. Et effectivement, ce petit SUV tonal va aller chercher le client de Giulietta aujourd'hui, s'il existe encore. T'en as pensé quoi, toi, Nico? Moi, je m'y suis pas trop attardé parce qu'on était sur tellement de modèles, il y avait beaucoup de boulot. Mais effectivement, je suis passé devant rapidement. C'était en fait d'ailleurs un petit concept de chez Fiat qui était assez sympa aussi, sur une base de 500 entre guillemets, qui est assez chouette en plus. Mais bon, on change pas de sujet. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, de toute façon, le design Alpha. Enfin, je vais pas t'expliquer ça à toi, Alex. Mais moi, j'ai toujours aimé. Et c'est vrai que là, on part dans les proportions. C'est vrai qu'on est entre deux. J'ai l'impression, mais enfin, voilà, ça fonctionne, c'est joli, ça ne peut que fonctionner entre guillemets, et je trouve très bien qu'ils prennent cette direction-là, même si alors, les alphistes purs et durs, sportifs, etc., qui n'ont toujours pas compris qu'Alpha ne fait plus vraiment du sport auto, enfin beaucoup moins en tout cas là-dessus. Ils ont une écurie de Formule 1 maintenant. Non, mais bon, c'est pas vraiment leur moteur, on le sait. Enfin voilà, je veux dire, on n'est plus dans les mêmes esprits, dans le même esprit en tout cas qu'à notre époque. Voilà. Mais c'est chouette, en tout cas, très beau. On va pas changer de registre, on va rester dans la sportivité. Cupra, Formentor. Là, je crois que tu t'es plus intéressé à ce modèle-là. Oui, un petit peu. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est, on va dire, le premier modèle Cupra qui soit pas un dérivé d'une Seat. Ouais, complètement. C'est un peu, c'est quelque chose qu'ils ont développé vraiment à part. C'est assez techno en termes d'ambiance. Enfin, ils ont vraiment développé un intérieur spécifique. Alors c'est un intérieur qui reprend d'ailleurs les couleurs de la ligne extérieure. Donc les couleurs Cupra et tout. C'est un peu atypique comme véhicule. On est dans quelque chose de haut de gamme et qui reste très sportif aussi. C'est-à-dire qu'on le voit dans les formes extérieures. L'intérieur aussi, on est sur des sièges qui sont hyper enveloppants. Enfin voilà, c'est une ambiance... on est sur de haut de gamme sportif, on est sur de l'avant Audi, comme toujours, c'est un peu la marche avant l'accès de la gamme Audi au sein du groupe. C'est une marque qui je pense qu'il y a encore beaucoup de travail sur cette marque quand même pour se faire connaître, parce que dans l'esprit des gens, c'est pas encore très clair. Ouais. Mais là, il y a un véhicule qui a été développé spécifiquement, qui est chouette, qui a plutôt un design sympa. Mais en même temps, je serais tenté de dire qu'il fait un peu comme tous les autres. C'est-à-dire qu'on est dans la mouvance du SUV, où on réassume le terme SUV après celui de crossover qui permettait de faire oublier qu'on était dans un pseudo 4x4. Enfin voilà. Donc ça n'a rien de vraiment très nouveau finalement, mais c'est pas mal. Voilà. Et puis surtout, je pense qu'en termes de tarifs, il devrait bien se défendre, il devrait être agressif. Michel, tu as un avis sur la marque Cupra et sur ce modèle? Oui, je me demande où va la marque Cupra, qu'est-ce qu'elle peut aller chercher comme client. Sur le sportif haut de gamme, il y a peut-être une toute petite clientèle qui ne peut pas s'offrir du RS, qui va chez Skoda RS, la gamme Cupra, du RS de chez Audi. La gamme Cupra, quand elle était encore badgée Seat, et c'est encore le cas de la Leon d'ailleurs, représentait un pourcentage assez, entre guillemets, confortable des ventes, et je pense que c'est ce qui a justifié la création de cette marque, mais mais là on tend sur le luxe, on tend sur le premium quand même. C'est-à-dire que là on tend sur la finition Cupra, c'était quelque chose de sportif et de radical, et c'était parfois un peu tape-cul, enfin entre guillemets. C'était pas forcément le retraité qui allait acheter ça, parce que finalement c'était un peu galère. Enfin c'est lombaire, mais en tout cas là on parle de luxe également. On parle d'un confort intérieur, alors qu'il n'était pas du tout question de ça avant sur la finition Cupra en tout cas. Parce qu'il faut quand même voir qu'avant, chez Cupra, Seat Cupra, on avait une Leon et une Ibiza tout au début, et donc une clientèle plutôt jeune, plutôt sportive, etc. Et là, on cherche quand même une clientèle familiale et sportive, c'est pas du tout pareil, qui monte en gamme aussi, comme si c'était les anciens clients de Seat Cupra
qui allait chez Cupra maintenant, mais ce qui est pas du tout un calcul évident. Messieurs, on est super à la bourre en fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va lancer notre essai du jour, la Smart EQ. On se retrouve après. Il va nous rester pas grand chose pour discuter, on va voir. Mais pour l'instant, on regarde donc cet essai de la Smart EQ, la nouvelle Smart électrique. Voilà, de nos jours, quand on n'essaye pas un SUV, on essaye une voiture électrique. Et là, Fred, salut. Bonjour. On essaye la nouvelle, entre guillemets, Smart électrique. Elle s'appelle maintenant EQ. Fred, je me demande si on n'est pas finalement revenu à l'essence de ce qu'était Smart au départ, c'est-à-dire une petite voiture électrique telle qu'elle avait été conçue, imaginée par son père fondateur, j'ai envie de dire. Exactement, il y avait un système qui était envisagé avec un moteur par roue. Il faut savoir aussi que c'est la 4e génération de la Smart électrique, pour l'appeler ainsi, et les 2 premières générations n'ont servi qu'à des tests, des prototypes. Donc aujourd'hui on arrive à un produit quand même assez mature sur le marché, des mini citadines. Alors ce qui est intéressant, c'est que Smart revendique d'en vendre 15% de ce qu'on appelle son mix, c'est-à-dire 15 voitures sur 100 sont des Smart électriques vendues par Smart. On les voit pas, ces Smart, c'est bizarre, je me demande où elles sont, et pourtant c'est la 4e en France aujourd'hui en termes de véhicules électriques, donc c'est plutôt pas mal. Bon, évidemment, on va plutôt s'intéresser aux produits qu'aux statistiques de marché, à commencer par ce qu'on n'entend pas, c'est-à-dire le moteur. Ouais, il va falloir s'habituer à être au volant de ce type de voiture et les conduire en roue libre. C'est un peu déconcertant toujours au début, nous qui aimons bien sûr les moteurs thermiques, mais en ville, c'est clairement très agréable. Bon, la prestation dynamique, alors ce qui est sympa, c'est que c'est un véhicule électrique avec beaucoup de couple, 160 Nm, c'est beaucoup plus que la version thermique. Pour le reste des performances, c'est à peu près équivalent, vitesse de pointe bridée de façon identique, mais voilà, on est dans une voiture qui, paradoxalement, a beaucoup plus de pêche que la version thermique. En effet, après on peut lui trouver quelques défauts, je mets des guillemets bien sûr, pour une voiture qui évolue en huile. C'est vrai que les suspensions sont un peu fermes, c'est un peu cassant par moment. Du fait qu'il y a les poids et les batteries, c'est aussi un cabriolet dans lequel nous évoluons, c'est-à-dire qu'il y a un renforcement au niveau de la structure. La voiture est plus lourde, elle a toutes les raisons pour être plus lourde, ça c'est clair. Donc clairement, quand on arrive sur un ralentisseur ou une petite bosse ou un petit nid de poule, on va le sentir passer. Mais sinon, à part peut-être le GPS on aurait préféré une meilleure qualité, une meilleure rapidité dans les indications. Alors il y a ça, tu as raison de le souligner. Il y a ça, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est un peu fun, etc. Le côté électrique lui donne un côté techno, on va dire high-tech, au goût du jour, tout ce qu'on veut. Le GPS, il est hors d'âge, non, il est en retard. Le système multimédia prend pas en charge le mirroring avec Apple CarPlay ou Android Auto, donc c'est un petit peu fort de café pour une voiture qui est surtout vendue quand même relativement cher. Relativement cher, après on a des bonnes prestations. C'est vrai qu'au début des voitures électriques, sans bruit du moteur, on sentait tout le bruit de roulement, les défauts. Là clairement il n'y a pas de bruit, c'est sain, c'est même sécurisant, et en plus ça a vraiment une belle gueule. C'est une voiture qui est à la mode. En termes de design, pour une citadine, je pense qu'on ne peut pas trouver de mieux sur le marché. Bon, alors on a une autonomie, on va dire, raisonnable, autour de 120 km. Elle est donnée pour un peu plus quand on met le contact et que les batteries sont chargées. On est autour de 150 km. Voilà, si on roule correctement, on peut raisonnablement tabler plutôt sur 120. Après, si on met la clim, le chauffage, ou qu'on appuie très fort sur l'accélérateur, évidemment ça va descendre très très vite. C'est une petite batterie, un peu plus de 17 kW. Si on remet ça en regard avec les dernières Zoé qui sont autour de 40 et pas mal de voitures qui sont au-delà de 60 maintenant, bon, elles sont plus grosses aussi, hein, mais voilà, c'est vraiment une toute petite batterie, donc il faut faire attention à ça. La consommation, elle est justement autour de 15, 16, 17 kWh au 100, donc on peut très très vite vider la batterie si on n'y prend pas garde. Et il va rester la question traditionnelle. Est-ce que toi, si tu devais acheter une petite voiture électrique, tu choisirais une Smart? Tu vas me dire, il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché, il y en a quand même quelques-unes. Est-ce que une Smart pourrait avoir tes préférences? Et sinon, pourquoi d'ailleurs?
les voitures électriques aujourd'hui, ce ne sont pas les plus belles du marché. Il y a des gros efforts qui sont portés. Si on va dans le très haut de gamme sur l'e-Pace Jaguar, on peut dire qu'il est très beau, c'est la plus belle. Maintenant, sur des voitures citadines, on se retrouve en face des Renault Zoé ou de la Nissan Leaf. Là, la Smart a une carte à jouer, même si elle n'a que 2 places en ville, parce qu'elle va garer beaucoup facilement, on vient d'en parler, mais surtout en termes de design, elle peut attirer des gens un peu aisés, clairement, mais qui ont envie de rouler différent et d'une manière écologique. Donc, à la réponse que tu me poses, je répondais oui, surtout qu'on a des multitudes de possibilités de personnalisation. Là, encore une fois, on en a un cabriolet, ça reste toujours assez agréable. Je ne connais pas d'autres cabriolets électriques citadines aujourd'hui sur le marché, sauf erreur de ma part. Bon, on rappelle le prix, on commence à 24 000 euros. 24 000 euros, voilà, on peut déduire également la prime de 6 000 euros, le bonus électrique. Après, sur les finitions en Bravus Style, on arrive à des montants supérieurs pour un effet de style assez intéressant. Mais après, si on cherche juste aller du point A au point B en ville, avec une finition de base et en modèle coupé, on peut envisager l'achat de ce type de véhicule. Merci Fred. Ben de rien, à bientôt. On va profiter du soleil. Voilà, c'est parti. On va pas s'éterniser sur la Smart EQ. Vous avez compris un petit peu ce qu'on lui trouvait de bien ou de moins bien. Juste rebondir sur l'électrique, parce qu'à Genève, il y a une voiture qu'on attend depuis maintenant 2 ans, quasiment, qui a été appelée cette fois-ci la Honda e-Prototype. Oui, e-Prototype. Voilà. Nico, alors, juste un mot rapide dessus avant que je laisse un petit coup de gueule à Michel. Rapidement, alors c'est pas celle qui sera vraiment en série, parce que très proche, hein, c'est très proche. Ils la présenteront à Francfort. Il y avait même l'intérieur qui était montré. Mais voilà, l'intérieur, et je trouve que alors l'extérieur, on retrouve l'esprit un peu rétro de la face avant, qui est assez sympa, qui fait penser au Civic des années 70, première Civic 72. On reboot la Civic, voilà, c'est déjà ça. Parlé. Ouais. Exactement. Par contre, ça reste qui est étonnant, c'est cet écran. On a un écran qui fait toute la planche de bord. On nous promet beaucoup de petites astuces et de petites surprises à bord, mais ils n'ont pas tout dit. Hein. Les ingénieurs, je les ai rencontrés, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de leur japonais, mais ils parlent pas beaucoup, ils ont envie de garder un peu le secret. En tout cas, je trouve qu'en 5 portes, elle est pas mal, elle fonctionne bien, elle a été présentée initialement en 3 portes. Au niveau moteur, je pense que ça va, on est sur quelque chose qui va pousser un petit peu en termes d'électrique. Ils veulent déployer. Alors, la problématique avec tous les constructeurs aujourd'hui, c'est que sur l'électrique, ils veulent tous déployer leur réseau. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une grosse boîte. Voilà, il faudrait qu'il y ait une grosse boîte côté mondial qui se dise tiens, on va créer nous un réseau et vous allez vous abonner, parce que ça va vite être compliqué d'ici quelques temps, je pense, pour pouvoir bénéficier de tout ça, de ces voitures électriques en tout cas. Et Michel, ton petit coup de gueule, je sais que c'est une voiture très chère, la plus chère du monde même, il paraît maintenant. Non, mais c'est pas un coup de gueule, c'est un énorme coup de gueule. Parce que il faut savoir la voiture noire Bugatti, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ouais, comme Nico, je suis alsacien, je suis né à côté de Molsheim. Et donc Bugatti de Molsheim est arrivé avec ça. En nous expliquant, c'est une voiture de footballeur, il y en a partout, il y a des chromes. Je suis même pas sûr qu'ils aient assez de blé, les footballeurs, là, à ce niveau-là, quand même. Oui. Et donc, c'est un one-shot vendu, comme tu l'as dit, 13 millions. Mais le problème, c'est que cette voiture est censée être un hommage à la Bugatti Atlantique. Dessiné par Jean Bugatti, qui est le fils d'Ettore Bugatti dans les années 30, il a fait ça. Il n'a pas fait ça, il a fait une vraie voiture, il a fait une voiture magnifique. Et si Jean Bugatti voyait ça, il ferait des loopings dans son cercueil. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est ce que je disais il y a quelques jours, c'est un peu comme si Spirou était un hommage au Caravage. J'aime bien Spirou, mais c'est pas le Caravage, quoi. Et ça, c'est pas une Bugatti Atlantique, tout simplement. Allez, ça va être le mot de la fin. Merci Michel, merci Nico, merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis. Un petit coucou à Driss, donc à nouveau, qu'on retrouvera très bientôt en plateau. Et puis merci à Benjamin aux manettes. Et en attendant, n'oubliez pas les rediffs, le replay et les podcasts, bien sûr. Les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.